Salut à tous, j'ai dans les mains la Retroid Pocket 4 Pro, la dernière console portable de Retroid. La promesse, faire tourner la PS2 et la GameCube à moins de 200 €, donc autant te dire du jamais vu à ce prix. Pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort, tu t'abonnes évidemment à ma chaîne YouTube et à mes différents réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram et Facebook. Mon test de la Retroid 4 Pro, c'est tout de suite sur TechNesh. J'ai pris la version Pro, donc avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Et tu as évidemment un emplacement micro SD si tu veux étendre le stockage. Niveau prix, c'est 199 $ et la livraison est à 16 $, donc un total de 215 $. Et donc ça fait environ 200 €. Et un conseil, ne prends surtout pas DHL pour la livraison. Déjà, c'est pas forcément plus rapide et en plus c'est plus cher. Faut avoir en tête un point important, c'est que tu peux avoir à la réception du colis des frais de douane et la TVA à payer, donc entre 20 et 25% du total. Perso, ça n'a pas été mon cas et ça dépend des contrôles qui sont aléatoires. J'ai pris aussi la pochette que je trouve franchement très pratique pour transporter la console. La Retroid Pocket 2S ressemblait beaucoup à la Retroid Pocket 2 Plus et la Retroid Pocket 4 Pro ressemble à la Retroid Pocket 3 Plus. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'originalité chez Retroid, mais en même temps, ce sont des designs qu'on connaît et qui sont très bons. Et je me suis fait plaisir, j'ai pris la couleur cristal qui elle est nouvelle et que je trouve très réussie. T'as évidemment maintenant des Hall joysticks, donc zéro risque de drift, et les gâchettes L2 et R2, je les trouve vraiment très confortables par rapport à la taille de la console. Et ce sont évidemment des gâchettes analogiques. Elle est bien plus petite qu'une Ainodyne 2 et légère aussi, et si on la compare à la Retroid Pocket 2S, elle est plus grande et plus confortable. En même temps, la Retroid Pocket 2S, elle a un écran de 3,5 pouces contre 4,7 pouces pour cette Retroid Pocket 4 Pro. Donc même pour les jeux qui sont en 4 tiers, tu auras quand même une plus grande surface d'affichage que sur la Retroid Pocket 2S. Côté ergonomie, c'est pas mal, mais on est loin d'une Ainodyne 2. Je la trouve pas si facile que ça à prendre en main à cause de sa forme rectangulaire. C'est la position qui est pas très optimisée et donc après une longue session de jeu, je finis par avoir mal aux mains. Après, c'est aussi pour ça qu'elle est plus compacte et plus pratique à transporter qu'une Ainodyne 2. Clairement, on peut pas tout avoir. Ce qui m'impressionne aussi, c'est la qualité de fabrication de cette console. Depuis la Retroid Pocket 2 que j'avais testé à l'époque, on sent quand même une vraie montée en gamme chez Retroid et on sent que c'est maîtrisé. Alors l'écran, c'est vraiment le truc qui a fait beaucoup parler de lui lors des premiers tests de la console. Certains ont reçu la console en avant-première et il y avait des soucis concernant la restitution des blancs. Évidemment, Retroid a publié une mise à jour, mais faut avoir en tête que c'est quand même un souci hardware, donc c'est simplement une correction logicielle qui est une espèce de tambouille qui permet de mieux restituer le blanc. Mais le problème hardware, lui, il persiste. Et j'ai remarqué un autre souci aussi, c'est que quand tu as des écritures blanches sur du noir, en scrollant, tu as des petites traces roses que tu vois, donc c'est pas hyper gênant, mais je l'ai remarqué. Bon, rassure-toi sur tout ça, évidemment quand tu es en jeu et de manière générale même sur l'interface, tu vois pas du tout le problème lié à la restitution des blancs et donc la correction logicielle, elle est efficace. Avec une définition de 1334 par 750, donc très proche d'un 720p, comme l'écran est seulement de 4,7 pouces, tu as vraiment une image très nette. Et je trouve que les contrastes sont vraiment pas mal pour un écran LCD. De toute façon, l'écran LCD, de manière générale, il a une qualité très correcte. Niveau son, je suis moins emballé. Le son est plutôt bon, mais je trouve que la position des haut-parleurs est vraiment mauvaise. T'as tendance à mettre les doigts dessus. Comparé à la Ainodyne 2 par exemple, c'est vraiment le jour et la nuit. Alors là, j'ai pas les mots parce que pour 200 $, et retiens bien ce prix, je pense que t'es pas prêt. Bon, moi je l'étais pas en tout cas. Je me disais que ça pourrait quand même faire tourner de manière correcte la PS2 et la GameCube. Mais en fait, le niveau de performance, il est clairement au-dessus. J'ai testé quelques jeux PS2 et GameCube pas forcément faciles à émuler et ça tourne parfaitement. Je n'ai que de très rares saccades. J'ai vraiment l'impression d'avoir une expérience proche de la Ainodyne 2, alors qu'elle coûte vraiment beaucoup plus cher. Sur PS2, je mets x1,5 et avec ça, j'ai une qualité d'image qui est nette et en plus, j'ai de très bonnes performances. C'est vraiment fou que tu puisses émuler la PS2 sur une machine à moins de 200 $. Quel plaisir de pouvoir jouer à Okami, GTA San Andreas ou encore Prince of Persia Sands of Time. Faut bien veiller à sélectionner Vulkan dans les paramètres
mettre pour que ça tourne de manière fluide parce qu'en OpenGL, c'était vraiment une cata. En tout cas sur PS2. Les jeux GameCube, c'est fluide aussi, mais il y a quand même un petit souci par rapport à la Einoudin 2, c'est que je choisisse Vulkan ou OpenGL, j'ai un problème, j'ai des glitches. Des glitches, ce sont des espèces d'anomalies graphiques. Alors en soi, ça vient pas complètement altérer l'expérience de jeu, c'est pas non plus très fréquent, mais quand même, c'est notable. Et en fonction des jeux, c'est plus ou moins prononcé. J'utilise Dolphin MMJR et le seul paramètre que j'ai changé, c'est de désynchroniser les ombres, sinon ça tournait pas de manière fluide. Alors toutes les consoles en dessous, c'est évidemment impeccable, que ce soit la Dreamcast, la Nintendo 64, la PlayStation et même la Saturn qui est normalement difficile à émuler, là ça tourne parfaitement. Bref, à ce prix, je suis vraiment soufflé d'avoir une console aussi puissante. Et j'ai mis les ventilateurs au minimum et je n'ai pas décelé de chauffe ou très peu et en plus, il faut vraiment mettre l'oreille pour pouvoir les entendre. Ça tourne sous Android 13 et c'est l'autre avantage de cette console, c'est qu'elle peut faire tourner des jeux sous Android et elle peut aussi servir pour du cloud gaming. Donc j'ai testé le Xbox Cloud, ça tourne parfaitement, rien à dire dessus. Attention par contre, n'oublie pas que les touches sont inversées entre AB et XY par rapport à une manette Xbox, mais ça peut se corriger directement dans les paramètres. Et côté jeu Android, là j'ai été impressionné aussi parce que j'ai fait tourner Genshin Impact en 60 images par seconde en qualité élevée. Et j'ai vraiment de très rares saccades. Tu as une batterie de 5000 mAh, ce qui est très bien, mais par contre la puce Dimensity 1100, elle a l'air quand même de consommer plus en ressources que d'autres processeurs que j'ai pu tester. Donc niveau autonomie, on se rapproche beaucoup d'une Retroid Pocket 2S qui a une batterie de seulement 4000 mAh. Donc on est entre 4 heures et 5 heures grand maximum sur des jeux gourmands et plutôt 5-6 heures voire un peu plus sur des jeux beaucoup moins gourmands. Ça reste une autonomie plus que correcte et évidemment tu pourras la recharger en USB-C directement. Après avoir testé la reine des consoles portables de rétro gaming à moins de 150 €, je déclare solennellement que la Retroid Pocket 4 Pro est la meilleure console de rétro gaming sur le segment des 200 à 250 €. Elle offre un rapport performance-prix imbattable et tu pourras jouer aussi bien à la GameCube et à la PS2 de manière fluide, ce qui est quand même incroyable à ce prix. Et bien sûr, tu peux l'utiliser comme console de cloud gaming et jouer aussi à des jeux Android. À ce prix, je ne connais aucune concurrente qui fait aussi bien, donc si tu as des noms, tu me les mets tout de suite en commentaire. Les seuls points que je trouve dommages, ce sont les haut-parleurs qui sont mal positionnés. Je la trouve pas hyper confortable niveau prise en main. Et l'écran, même s'il est bon, c'est impossible de prédire les conséquences à long terme de la correction logicielle faite par Retroid. Il se peut que l'écran s'abîme plus vite, mais je suis incapable d'en être sûr. Mon test de la Retroid Pocket 4 Pro, c'est terminé. Si tu as des questions, tu me les poses évidemment en commentaire de cette vidéo et tu t'abonnes à ma chaîne YouTube pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort et à mes différents réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram et Facebook. La prochaine fois, on aura toujours plus de gaming, de rétro gaming, de mobilité électrique et de tech évidemment. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.